sociaux de la communauté. Donc c'est moi qui suis le représentant à l'heure actuelle de cette communauté. Voilà, et on se réunit tous les 6 mois, une fois en présentiel et une fois en visio. Sauf urgence, bien sûr. Alors, la communication, ben voilà, on a un Google Agenda sur lequel on met toutes nos réunions. Donc, en fait, on ne voit pas bien, mais par projet, il y a une réunion toutes les semaines environ. Le Community Council se réunit tous les 15 jours. Il y a une réunion ce soir, d'ailleurs. Et puis, pareil, là, c'est par semaine, mais il y a d'autres réunions tous les 15 jours. En général, tous les projets ont une réunion par semaine tous les 15 jours. Et donc ces réunions, elles se passent sur l'IRC, une messagerie instantanée, qui dure en général 1 heure, 1 heure et demie, avec un ordre du jour, etc. Alors, la communication ne se passe essentiellement que par mailing list dans le projet. Donc on a à peu près, tous les projets ont les mêmes listes, hein. Une liste de discussion, une liste pour les utilisateurs. Social, c'est vraiment une liste anglaise, c'est un peu le café du commerce. Et puis une liste pour les développeurs. Pour chaque projet, c'est à peu près les mêmes listes. Entre le marketing et la native langue, il y a une liste de communication dédiée qui est privée. Pour tous les représentants marketing dans les pays. Et puis, pour pouvoir communiquer entre eux, il y a une liste qui est dédiée aux responsables de projet, pareil, qui est privée, qui n'est pas publique. Le Community Council, lui, communique aussi sur une liste qui est fermée, mais dont les archives sont publiques. C'est-à-dire qu'on discute entre nous, mais tout le monde peut voir les messages qui sont échangés. Et puis, on discute aussi beaucoup sur l'IRC, sur messagerie instantanée. On a tous les projets quasiment ont un canal IRC, et sur lequel soit on vient chercher de l'aide, on a des séances de travail. Hier, on a eu de 11h avant-hier à 11h d'hier, on a eu une séance de débugage sur la future version. Et donc, on est avec les développeurs et on vérifie toutes les issues qui ont été corrigées pour confirmer qu'elles sont bien corrigées dans la version. Et donc ça, c'est des parties qu'on fait sur 24 heures. Pour que tout le monde dans le monde puisse participer en fonction de son fuseau horaire. Quand il y a des réunions, quand il y a des événements comme ça, quand ce n'est pas simplement des discussions, bien sûr les logs, le journal, voilà, tout le compte rendu, toute la discussion est enregistrée et mise sur Internet, sur notre wiki, de façon à ce que les gens puissent voir ce qui s'est dit, ce qui s'est fait. Idem pour le Community Council, les discussions sont toutes mises sur le wiki, elles sont publiques. Voilà pour le projet. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières sur tous ces aspects communautaires. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur les relations entre Novell et puis Sun, parce que j'ai vu qu'il y a eu un projet alternatif qui est sorti, là, je sais pas si... Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas expliqué ce que c'était, pourquoi il y a eu ce petit clash entre Novell et Sun. Donc Sun détient le copyright d'OpenOffice.org. Pour pouvoir contribuer au projet OpenOffice.org, on doit partager le copyright
du code qu'on produit avec Sun. Tout au début du projet, il y a 8 ans, on donnait le copyright à Sun. C'était ce qu'on appelait le copyright assignment. Et puis la communauté n'était pas d'accord avec ça, et donc on a modifié et on est passé au Joint Copyright Assignment qui partage le copyright du code entre Sun et l'auteur du code. Pourquoi ça? Parce qu'aux États-Unis, quand il y a un procès, il faut que 50% des défendants soient présents dans la cour. Donc, vous imaginez pour un projet comme OpenOffice.org, il y a des contributeurs partout dans le monde, c'est pas très pratique. Donc dans les grands projets, Apache, Mozilla, etc., on a tous un partage du copyright avec soit la fondation, soit le détenteur du copyright. Et là, Novell ne voulait pas signer ce Joint Copyright Assignment parce que pour lui, ça voulait dire qu'il partageait son code avec Sun, ce qui ne lui plaisait pas. Sun a donc, au cours d'une réunion de l'Advisory Board, a proposé qu'on modifie ce Copyright Assignment en un seul contributeur agreement qui fait que Sun s'engage dans ce partage de copyright à ne reverser ce qui ferait du code que sous des licences open source. Voilà. Donc en fait, il ne s'approprie jamais le code qu'on peut lui donner. On peut partager le copyright du code, on peut partager avec lui, il ne se l'approprie pas puisqu'il s'engage à reverser en open source. Ça, c'était, voilà, donc on a réglé le problème avec Novell. Il y a toujours leur version Go qui est à côté, qui est une version qui sert à l'heure actuelle aux distributions Linux, qui est souvent celle qui est packagée dans les distributions Linux. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces versions, elles ne suivent pas du tout le même processus de développement que la version officielle OpenOffice.org. On peut très vite committer du code dans Go, alors que sur OpenOffice.org, il faut environ un an et demi avant qu'on soit autorisé à committer en direct. Là, vous pouvez y aller, au bout de 15 jours, vous avez le droit de committer dans le temps. Il n'y a pas d'assurance qualité, et ce n'est pas eux qui font la localisation, puisqu'elle est faite par le projet OpenOffice.org. Ça veut dire que vous pouvez très bien vous retrouver avec des fonctionnalités en anglais dans une interface en français. Donc c'est pas du tout les mêmes projets. C'est vrai que ça permet aux développeurs de voir leur code très rapidement dans le produit, mais c'est pas tout à fait la même qualité. Il y a quand même des passerelles entre les deux qui existent, c'est-à-dire il y a du code parfois qui est dans Go, qui finit par passer la QA du projet OpenOffice.org et doit revenir dans le projet, mais ça prend un peu plus longtemps. Enfin, typiquement, on pourra aller dans le détail plus loin, mais par exemple le support du VBA aujourd'hui est porté par Go. Non, c'est Novell et Sun. Oui, Novell et Sun, c'est vrai depuis l'année dernière, mais il y a quand même une avance sur Go, c'est-à-dire que les modules sont mis plus rapidement sur Go et mettent un peu plus de temps à arriver sur OpenOffice.org. Donc il y a un petit décalage qui est lié à l'assurance qualité. Tout simplement. Vous avez dit que sur Go, sur Linux, on trouve une version Go. Ça veut dire que si on a un parc hétérogène de Linux, Windows, on n'aura pas les mêmes versions. Voilà, si vous prenez une version Ubuntu d'OpenOffice, c'est pas la même version que la version OpenOffice officielle. Voilà, donc là, typiquement, là, ça je suis sur Linux, donc j'ai une Go. Donc en fait, en termes de rendu de l'application, qu'est-ce qui change? Là, vous avez des icônes, en fait. Vous avez le thème Tango, qui est par défaut sur la plupart des Linux, en tout cas sous GNOME, parce que, voilà. Mais ça, vous pouvez l'avoir sur Windows aussi, donc si vous voulez homogénéiser un peu les deux, vous pouvez mettre sur votre parc Windows du Tango, ça ne pose aucun souci. Et en termes d'interface, il n'y a pas grand-chose qui change non plus fondamentalement, à part effectivement les erreurs qu'on pouvait monter Sophie, c'est-à-dire des choses, fonctionnalités supplémentaires qui n'ont pas été traduites, etc. Aujourd'hui, ça reste relativement circoncis. Enfin, moi, je travaille sur les deux postes régulièrement, puisque chez les clients, je suis sous MS Office, et puis chez Inagora, je suis sous Linux. J'ai jamais été perturbé du passage entre l'un et l'autre. Il y a un peu plus de bug dedans, parce que du fait qu'il y ait du code qui est rajouté sans assurance qualité, il y a des instabilités qui arrivent parfois, qui sont corrigées par la suite, mais le temps qu'elles soient corrigées, ça crée des instabilités.